Dimanche 5 décembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, l'îlot de la Vierge célèbre cette année sa 60e année. Le couple présidentiel s'est rendu à Miarnarive, région d'Itas, pour honorer la messe de célébration avec les croyants catholiques, mais également dans le cadre de l'inauguration des infrastructures réalisées, à l'instar de la route en pavé allant vers l'îlot de la Vierge. Reportage de Judical Rangianirid et de Adran Zajaibé. L'îlot de la Vierge se situe à 5 km d'Ampef, où le président de la République a débuté sa campagne lors du deuxième tour de l'élection en 2018. À cette époque, il a fallu 1 heure pour faire le trajet de ces 5,2 km. Le 4 décembre 2018, le président de la République a fait la promesse de réhabiliter cette route. 3 ans après, les travaux sont complètement finis. Cette réhabilitation va non seulement profiter aux habitants, mais surtout à l'économie de la région. Parmi les travaux réalisés dans cette région figurent également des aménagements sanitaires, des infrastructures d'approvisionnement en eau et en énergie solaire, un espace vert ainsi que de la réhabilitation de l'église. Les travaux ont été bénis ce jour en présence du président de la République, Ange Radzouiln, et de la première dame, Madame Yal Radzouiln. Ces derniers se sont ensuite rendus à l'écart Fumasenzesu à Mbuntumb avec l'évêque de Miarnarive, Monseigneur Jean-Claude Rangianarsou, et le vicaire général après la messe avec les chrétiens de Miarnarive. Mis à part la route menant vers l'îlot de la Vierge, celle menant aux chutes de la Lili, ainsi que la route menant au geyser d'Analavour ont également été inaugurées ce jour par le président de la République, Ange Radzouiln. Ces deux sites sont tous les deux des lieux emblématiques de la région d'Itas. Reportage. La réhabilitation de cette route menant vers les chutes de la Lili facilitera le quotidien des habitants, notamment au niveau de la circulation d'après ces derniers. Ces chutes sont emblématiques d'Ampef, mais à cause du mauvais état de cette route de 5 km qui y mène, la plupart des touristes y renoncent à y aller. Répondant à la demande des habitants, le président de la République a promis sa réhabilitation, ce qui est chose faite à présent. La décentralisation à travers les collectivités territoriales s'avère également efficace dans la région d'Itas. Ainsi, près de cette route se situe le PP Marousk, que le couple présidentiel a également visité. Au temps des colons, c'était une écurie. Par la suite, elle a été transformée en école. Néanmoins, cet établissement se trouve à présent dans un mauvais état. Le président de la République a annoncé la construction d'une nouvelle école. À cet effet, immédiatement après cette visite, ce dernier a procédé à la recherche d'un nouveau site pour cette nouvelle école, dont les travaux vont commencer dès ce mois de décembre afin que les élèves puissent bénéficier d'enseignements dans une véritable école aux normes. Le procès de l'affaire Apollo 21, la tentative d'assassinat du président de la République ainsi que d'autres personnalités publiques, débutera demain 6 décembre. 20 personnes sont attendues devant le tribunal d'Anous pour la journée de demain, selon une source du côté des accusés. C'est Sylvain. 4 mois après la découverte de l'affaire Apollo 21, le procès de cette tentative d'assassinat du chef de l'État et de plusieurs personnalités publiques va débuter demain 6 décembre 2021. À titre de rappel, Apollo 21 a été découvert le 21 juillet 2021. Paul Rafanouaran, un Malagasy de nationalité française, a été suspecté comme étant le cerveau de l'affaire. Un militaire français retraité est également impliqué dans cette affaire. L'enquête a commencé par une fouille des demeures des soupçonnés coupables, durant laquelle on a découvert 900 millions d'ariars, une arme et un véhicule contenant diverses preuves accablantes. Cette enquête a également permis de découvrir une demande de financement de l'affaire de la part des personnes suspectées. 15 jours après les arrestations, c'est-à-dire le 3 août 2021, 21 personnes sont passées devant le parquet. 8 ont été mises en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Antanmour, à celui de haute sécurité d'Imertiatousk et à Manzakanjin. Parmi ces détenus, Paul Rafanouaran, Philippe François, l'ancien Premier ministre est à la fois général, retraité, Victor Ramach, un salarié d'une banque, ainsi que 2 femmes dont la femme de Rafanouaran. 12 éléments des forces de l'ordre sont également impliqués dans cette affaire, dont 5 au gradé. Les accusés ont par la suite déposé un recours en annulation de leur mise en accusation. De ce fait, l'affaire a été renvoyée au niveau de la chambre d'accusation.
La justice a procédé à une enquête au fond qui a pris fin au début du mois de septembre dernier. C'est lors du procès de demain que l'on saura des nouvelles informations sur cette affaire qui visait l'élimination physique du président de la République. Concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar, cela fait actuellement 3 semaines que nous connaissons un rebond de la pandémie Covid-19 selon les médecins. Madagascar a un réel avantage dans la lutte contre la Covid-19 car non seulement nous disposons de nombreux types de vaccins, mais nous avons également le CVO curatif et préventif qui renforce l'immunité face à la Covid-19. C'est Sylvain et c'est Tchelgianabou. Madagascar a déjà vaincu par 2 fois la Covid au cours de sa propagation à Madagascar. Les nouveaux cas se multiplient au cours de ces dernières semaines. Une 3e vague est à craindre. Dans le cadre de la lutte contre cette virulente pandémie, l'État malagasy a décidé d'importer des vaccins contre la Covid depuis le 7 mai 2021. À l'heure actuelle, nous disposons de 4 types de vaccins, l'AstraZeneca, le Janssen, le Sinopharm et le Pfizer. Mais ce qui nous particularise des autres pays, c'est la possession du CVO. Celui-ci a effectivement sauvé des milliers de vies à Madagascar. Toutefois, les médecins appellent au respect des mesures sanitaires mises en place et surtout de rejoindre immédiatement les centres médicaux en cas de suspicion de Covid. À l'échelle internationale, la Covid tue des milliers de personnes quotidiennement, encore aujourd'hui. Certains pays en sont à leur 5e vague de Covid-19. Et la détection du nouveau variant Omicron terrorise le monde entier. Celui-ci est plus transmissible et plus virulent que le variant Delta. Concernant les actualités internationales de ce dimanche, l'éruption du volcan Semeru en Indonésie a provoqué la mort d'au moins 13 personnes et fait des dizaines de blessés. Selon le dernier bilan publié dimanche, situé à l'est de l'île de Java, au cœur de l'archipel, le volcan est entré en éruption samedi après-midi, créant un vent de panique chez les habitants. Un reportage de France 24. Cendres et boue à perte de vue. Sur l'île de Java, le volcan Seremu continue de cracher des nuages de cendres quelques heures après son éruption. Une dizaine de villages ont été presque entièrement ensevelis. Surpris, les habitants ont dû fuir gaz et poussière dans la précipitation. Ici, la sécurité civile indonésienne tente de localiser les survivants pris au piège de la cendre volcanique. Elle a déjà trouvé plus d'une dizaine de corps sans vie et s'attend à extraire de nouvelles dépouilles. Les sauveteurs progressent avec précaution sur des terrains accidentés aussi par la pluie tombée ces dernières heures et dangereux. PPGA Pos Gunung Sawur melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas teramati mengarah ke besuk kobokan dan beraroma belerang. Les animaux domestiques sont également évacués sous le regard de ces singes déboussolés par un environnement entièrement gris. Les autorités ont annoncé l'envoi d'aide alimentaire dans la région. Elles ont également interdit à toute personne d'approcher à moins de 5 km du Semeru. Depuis sa dernière éruption il y a un an, le niveau d'alerte du volcan, très élevé, n'avait jamais été abaissé. Le président Emmanuel Macron a annoncé samedi à Jeddah, dernière étape de sa visite dans le Golfe, une initiative commune de la France et de l'Arabie Saoudite en faveur du Liban afin de permettre au pays de sortir de la crise. Toujours un reportage de France 24. Poignée de main, particulièrement scrutée. C'est le moment le plus délicat du voyage d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Le président français est le premier chef d'État occidental à rencontrer le prince Mohammed Ben Salman depuis 3 ans, depuis que l'homme fort de Riyad est mis au banc des nations, accusé d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron, qui affirme ne pas avoir évité les sujets tabous. Nous avons pu évoquer évidemment la question des droits de l'homme, évidemment la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct, je l'espère efficace. Pour le président français, impossible de peser dans le Golfe, région sous tension, sans parler à l'Arabie Saoudite, au risque de choquer. Derrière ces poignées de main critiquées, c'est son rôle stratégique, militaire et économique que la France veut affirmer.
Parmi les sujets abordés, le Liban et la brouille diplomatique entre Riyad et Beyrouth. Emmanuel Macron se pose en intermédiaire et annonce le retour du dialogue entre les deux pays, avec une attente claire sur le rôle de l'Arabie saoudite. Le président Macron voudrait qu'elle réouvre le robinet de l'aide au Liban qui est en très mauvaise situation. Le Liban est au bord de la faillite et toute aide qui sera apportée au Liban viendra accorder une respiration à ce pays très lié à la France mais qui est dans une situation catastrophique. Emmanuel Macron rentre en France ce soir, convaincu de la nécessité d'avoir renoué les liens avec Riyad, malgré les controverses. La colère s'intensifie en Serbie contre un projet d'extraction de lithium par le géant minier Rio Tinto à Belgrade. Des milliers de manifestants ont de nouveau envahi les routes et ponts de la ville samedi. Reportage. Donc aujourd'hui, les activistes écologistes de Serbie ont réussi pour la deuxième semaine consécutive à bloquer le pays en empêchant la circulation dans les centres-villes et sur les axes principaux. Ici à Belgrade, il y avait plusieurs points de blocage, dont notamment la principale autoroute qui passe en centre-ville, autoroute sur laquelle donc je me trouve et où vous pouvez voir qu'il y a effectivement un grand nombre de manifestants et que les voitures sont à l'arrêt. Alors l'ambiance est extrêmement détendue, contrairement à la semaine dernière. La police n'est pas présente et il n'y a pas eu à Belgrade d'incident aussi bien sur l'autoroute que sur les gros ronds-points et sur les autres ponts de la ville. En revanche, dans certaines communes de province et notamment à Novi Sad, il y a eu un certain nombre d'altercations entre les manifestants et des groupes non identifiés, peut-être des groupes de supporters de football, avec donc quelques bagarres, quelques blessés légers, mais globalement l'atmosphère a été plutôt détendue. Ici à Belgrade, cette protestation ressemblait à une grande promenade du week-end et la plupart des manifestants se sont contentés de faire des allers-retours sur le pont alors que les voitures ne circulaient pas ou alors ont bloqué les principaux points du centre-ville. Le but de la manifestation est d'empêcher l'adoption de nouvelles lois qui, selon les manifestants, pourraient nuire à la situation écologique en Serbie. Il s'agit d'empêcher la signature de la nouvelle loi sur les expropriations qui permet donc d'exproprier relativement facilement des propriétaires de terrain qui ne souhaiteraient pas vendre leur propriété, notamment à une concession minière, puisque le grand problème vient avant tout d'un projet de mine de lithium qui serait exploité par Rio Tinto et qui est extrêmement clivant ici. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec le film de la soirée, le Jackpot, avec Aston Kutcher et Cameron Diaz. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.